C'est une journaliste et réalisatrice qui s'est fait connaître avec 2 films remarqués à notre tour en 2020 sur l'amitié judéo-musulmane, notamment dans plusieurs villes de France, et Les guerrières de la paix, sorti 2 ans plus tôt sur ces femmes juives et musulmanes en Israël qui se battent contre la haine et l'intolérance. Anna Assouline est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour Ilana. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est vrai que je vous suis maintenant depuis plusieurs mois sur les réseaux et on voit à quel point l'engagement est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Donc c'est un plaisir. Alors on va parler de vos combats justement, mais d'abord je souhaitais qu'on revienne sur la création de votre mouvement, ce mouvement pour bien comprendre qui vous êtes, les guerrières de la paix, nom inspiré j'imagine de votre film. Vous êtes coprésidente avec Fatima Bousso. C'est un mouvement tout récent malgré tout. Alors de quoi s'agit-il ? Alors c'est un mouvement qui est parti en fait d'une tribune collective qu'on a publiée il y a maintenant 1 an et demi dans le journal Le Monde en réaction, c'était donc en mai 2020 dans un moment de forte tension dans le conflit israélo-palestinien, et donc comme à chaque fois dans ces moments il y a des répercussions très fortes en France, notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup de haine qui circule entre les communautés, etc. Et donc c'était vraiment en réaction à ça. On était nombreuses à étouffer au milieu de ces posts, de ces appels à la haine, etc. Et à refuser cette assignation, à devoir faire bloc dans un camp, à devoir être dans une opposition frontale les unes avec les autres. Et donc on a d'abord publié cette tribune, et de cette tribune est née cette volonté de continuer et de ne plus nous exprimer que sur justement cette question du refus de l'importation de la haine entre les communautés, mais aussi de comment on pouvait trouver des points de convergence entre nous et nos communautés, puisqu'à l'origine quand même le noyau dur de ce mouvement c'est des femmes musulmanes et juives qui ont décidé de s'unir, et donc comment on pouvait essayer de rassembler aussi les différentes sensibilités qui aujourd'hui existent dans les luttes antiracistes, qui depuis un moment sont quand même dans une opposition parfois assez virulente et qui sont divisées. Ouais. Alors justement c'est un fait intéressant, les guerrières de la paix, donc c'est un mouvement de femmes en fait. Est-ce que les femmes en particulier ont un rôle à jouer dans ces combats-là, dans ces luttes antiracistes ? Alors moi, j'en suis convaincue, évidemment. Déjà, c'est vrai que si on a décidé de s'appeler les guerrières de la paix en hommage au combat de ces femmes israéliennes et palestiniennes, c'est parce qu'on a vu de manière très concrète comment la force collective des femmes pouvait mener à des choses incroyables et merveilleuses. Donc c'est ce point de départ. Après, ce qu'on dit, là par exemple, l'actualité, on a 2 exemples dans l'actualité qui sont très parlants. On a à la fois ce qui se passe en Iran avec les femmes iraniennes, qui est juste incroyable. Où on voit justement à quel point la force collective des femmes peut changer le monde. Mais on a aussi des exemples un peu plus tristes de parcours individuels, comme celui de Giorgia Meloni en Italie, à la tête d'un parti néofasciste. Ouais. Donc voilà, il s'agit pas de dire que les femmes sont toutes pour la paix. Mais les femmes donnent l'éducation, donc c'est peut-être aussi important de regarder de ce côté-là. Ça passe par les femmes, et puis on croit aussi, alors on a toutes des définitions différentes, je parle on pense toutes des choses assez différentes sur ça, mais en tout cas, on croit plutôt qu'être dans un truc un peu caricatural sur le fait que les femmes seraient plus empathiques ou plus apaisées pour dialoguer, etc. Parce que ça, on croit que c'est faux. Il y a des femmes qui sont très violentes, très virulentes. Absolument. Mais en tout cas, on pense qu'elles sont plus ancrées dans la vie. Qu'elles ont un rapport à la responsabilité, au concret de la vie qui est différent, et c'est sur ça qu'on veut miser. Et par ailleurs, on croit que nos conditions de femmes, les luttes communes qu'on partage pour le féminisme, pour l'émancipation, pour l'égalité, sont déjà un gros point de convergence sur lequel on peut bâtir dans nos combats. Donc un mouvement qui œuvre en faveur du débat, de rencontres dans l'Hexagone entre femmes. Et vous organisez justement, vous, jeudi prochain, 6 octobre, une table ronde autour de la thématique, donc comment réconcilier les luttes antiracistes. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que vous trouvez aujourd'hui qu'il y a une communautarisation dans ces luttes, le racisme, l'antisémitisme, chacun lutte finalement pour soi de son côté. Oui, exactement. C'est pour ça qu'il y avait vraiment quand j'appuie cette histoire de noyau dur entre femmes musulmanes et juives qui ont décidé de s'unir pour lutter ensemble, même si aujourd'hui ça ne s'arrête pas à ça, il y a des femmes de toute confession, de toute culture, etc. C'est parce qu'on a constaté justement cette difficulté à lutter ensemble dans une époque où justement on met en opposition en permanence les communautés, on les met en concurrence. Concurrence victimaire. Il y a cette concurrence victimaire, cette concurrence mémorielle qui fait que on a du mal à faire un front commun, et pendant ce temps-là, on a les fascistes de tous bords qui
qui grimpe et qui nous menace, et donc il y a une réelle urgence à réussir à bâtir autour de ce qu'on a en commun. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, ça ne veut pas dire qu'on efface les divergences d'opinion qu'on peut avoir ou nos sensibilités qui nous sont propres, mais ça veut dire qu'on essaye de construire et de tisser autour de ce qu'on peut porter collectivement. Et de ensemble. se mettre peut-être à la place de l'autre, qu'on soit juif ou musulman, d'essayer de comprendre aussi peut-être les souffrances endurées de chaque côté. Exactement. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on pense que c'est important à la fois de mettre en avant cette parole collective de femmes, mais aussi de partir de l'intime. C'est ce que j'ai vu aussi avec ces femmes de Women Wage Peace qui ont réussi à tisser justement autour de l'intime vers le collectif, parce que quand on parle du concret de nos vies de femmes, de nos préoccupations quotidiennes, de nos inquiétudes, de nos peurs, de nos souffrances, on se rend compte qu'on a énormément en commun, et quand on se détache un peu des concepts, de la sémantique, de toutes ces choses très clivantes qui font qu'on a des débats qui sont importants, qui sont nécessaires, Ouais. mais qui parfois peut-être nous détournent de l'essentiel. Alors il y a aussi un rôle peut-être à jouer au niveau de la jeunesse. Les clichés sont mis en cause, notamment dans l'antisémitisme. C'est ce que disait l'an dernier un rapport de l'American Jewish Committee et de la Fondapol. Les stéréotypes négatifs à l'égard des Juifs sont très présents. 30% des Français interrogés se disaient d'accord avec l'idée selon laquelle les Juifs seraient plus riches que la moyenne des Français. Est-ce que c'est le genre de phrase que vous avez pu entendre, vous, lorsque vous avez, par exemple, fait votre film À notre tour? Est-ce que c'est ce que vous avez pu entendre de la part de certains jeunes, justement? Oui, dans le documentaire À notre tour, c'est bien sûr, on entend des jeunes qui sont porteurs de préjugés antisémites. On entend aussi des jeunes qui racontent qu'ils ont été victimes de racisme. Enfin voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir un débat à cœur ouvert de la jeunesse qui s'exprime sur toutes ces choses-là de manière assez brute et très sincère. Et ce qui était intéressant, en tout cas dans le cadre de ce parcours-là, c'est que justement, on a vu très bien avec ces jeunes donc du projet Salam Shalom Salut qui ont porté ce projet, que le point de départ, enfin vraiment tout ce qui pouvait tout dénouer, c'était la rencontre. Et on est quand même à une époque où les jeunes ne se rencontrent plus, ne se parlent plus, et donc où il reste que le fantasme désincarné d'un autre un peu lointain, etc. Et dès lors que il y a une rencontre, il y a la possibilité de se mettre à la place de l'autre, la possibilité de se regarder dans les yeux quand on se parle, de choses très concrètes, voilà, d'être ébranlé aussi par des témoignages d'un coup, c'est vrai que ça vient ébranler toutes les certitudes, et on se rend compte que ce travail, il est absolument nécessaire. Si on regarde tout ça de loin et qu'on se dit, oh mon Dieu, l'ampleur des préjugés, des haines, etc., Ouais. c'est vrai qu'on a tendance à avoir peur et ça peut créer du repli, etc. Mais dès lors qu'on va sur le terrain et qu'on se rend compte que la rencontre, le dialogue, le fait de désamorcer toutes ces choses-là, à quel point c'est efficace et à quel point ça peut changer les choses, ça donne plutôt de l'énergie pour continuer. Et justement, vous écrivez: chaque fois que nous constaterons l'absence de résistance, de contestation, d'indignation quand quelqu'un sera ciblé en raison de ce qu'il est ou ce en quoi il croit, nous réagirons. C'est vrai qu'on a pu entendre une certaine partie de la communauté juive de France ces dernières années dire voilà, qu'aux manifestations, finalement, il n'y avait que la communauté juive. Est-ce que c'est aussi contre ça que vous voulez lutter? Peut-être apporter de nouvelles personnes dans la lutte contre l'antisémitisme? Oui, complètement. Ce qu'on veut, c'est alors et sur la question de la lutte contre l'antisémitisme, mais pas que. C'est-à-dire que que ce soit le fait de faire entendre à certains mouvements antiracistes que la lutte contre l'antisémitisme doit faire partie de leur ADN et de leur combat, parce que enfin voilà, quand on lutte contre les persécutions, contre la haine, contre l'oppression des minorités quelles qu'elles soient, on ne peut pas être silencieux sur la question de l'antisémitisme. Et on a aussi un travail à faire, je crois, sur le fait de faire comprendre qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a aussi une haine assez forte qui grandit à l'égard par exemple, des musulmans, et qu'il est important, y compris chez des juifs qui luttent contre l'antisémitisme, que ça fasse partie de nos luttes. Donc, je crois que c'est vraiment quelque chose de collectif qui est de sortir un peu de soi, de parfois penser contre soi. C'est pas toujours facile, hein, des fois c'est douloureux même, mais je crois qu'on a besoin de ça pour réussir à dépasser ces enfermements. Alors, intéressant aussi la diffusion des préjugés antisémites, puisqu'on parlait de ce rapport de l'AJC, l'American Jewish Committee, disait que la diffusion des préjugés antisémites était plus répandue à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Alors, c'est important aussi de parler de l'échiquier politique. Aujourd'hui, on voit que l'Assemblée nationale est totalement recomposée, avec elle accueille en son sein des personnalités très, très radicales, hein, très borderline, qu'elles soient à gauche ou à droite. Est-ce que aussi les responsables politiques ont un rôle plus important à jouer en ce moment? Oui, je crois que de toute façon, le travail, la responsabilité, elle est collective. Et évidemment que quand on est en responsabilité, qu'on est élu, on a une responsabilité particulière par rapport à ces sujets.
Et vous aviez écrit justement une tribune il y a quelques mois demandant à la gauche aussi de s'intéresser à toutes ces problématiques-là. Oui, on a écrit une tribune et on va continuer à se mobiliser sur cette question. On l'a écrit juste après les présidentielles. On était dans un moment où justement on voyait se profiler une union inédite à gauche avec la NUP, la formation de la NUP, et donc on avait cet espoir que dans cette nouvelle formation, il y ait un réveil sur cette question et qu'on puisse nous écouter. C'est vrai que depuis, pour être honnête, on a eu quand même quelques déconvenues. Il y a eu, suite à cette tribune, par exemple, l'invitation de Corbyn sur un marché. Il y a eu comme toute première proposition de résolution, enfin sur la question internationale en tout cas, l'apartheid. Donc, que ce soit la première chose mise sur la table, ça nous questionne quand même. Donc voilà, on va continuer à se battre, on va continuer parce que évidemment, il s'agit pas de dire que tout le monde est dans le même. Il y a parmi les militants de gauche, y compris d'extrême gauche, des camarades très sensibles à la question de l'antisémitisme, etc., qui sont des alliés. Donc il faut pas renvoyer tout le monde dans une même impasse, sinon on peut plus rien construire de collectif, mais il faut effectivement continuer de se battre. Un petit sursaut. Alors, autre élément, on a un peu de temps, on en a parlé brièvement, ce sont les réseaux sociaux. Alors ça aussi, c'est un autre combat très, très important, très lourd, que vous allez aborder la semaine prochaine lors de la table ronde. La lutte doit aussi se dérouler sur ce terrain-là, mais alors comment faire pour lutter contre la haine sur Internet ? Alors, bon, moi, ça, c'est pas tellement... Je suis pas la plus légitime pour vous répondre sur ce volet. Il y a vraiment des gens dont c'est le métier, qui travaillent contre la haine en ligne, etc. Voilà, je pense à une de vos chroniqueuses, d'ailleurs, je crois, à Rachel Fleur-Prado, qui travaille sur ça. Je pense à Chani Ben Walid, qui travaille avec Je suis là. Enfin, voilà, il y a vraiment des gens dont c'est le métier. Moi, je crois que, de toute façon, il faut qu'on utilise les réseaux sociaux pour diffuser, en tout cas pour essayer de propager le plus possible des histoires positives, rassembleuses, etc. C'est ce qu'on essaye de faire avec les guerrières de la paix pour mettre en lumière aussi des activistes de paix ou alors des femmes avec des parcours extraordinaires qui sont trop invisibilisées. Donc nous, voilà, en tout cas sur ce volet-là, on souhaite être présente aussi parce qu'on a bien conscience que c'est un des leviers indispensables pour agir aujourd'hui. Et vous allez faire intervenir la semaine prochaine justement plusieurs intervenantes, Ilana Weizmann, Nesrine Slaoui, bien d'autres. Alors comment vous les avez choisies, toutes ces personnalités ? Alors on a choisi, donc déjà on a essayé de respecter un équilibre. Donc il y a des femmes qui sont aujourd'hui notamment qui ont une voix très forte auprès de la jeunesse. Je pense à Ilana Weizmann, à Nesrine Slaoui, à Jessica Mouisa, qui sont aussi très suivies sur les réseaux sociaux parce que c'est important. Donc qui ont une vraie communauté, une voix qui porte. Ilana Weizmann sort un livre là presque, je crois, soit le lendemain de la conférence, soit juste avant, sur justement la question de l'antisémitisme comme angle mort de la lutte antiraciste. Donc elle est aussi dans cette volonté. Donc ça faisait vraiment sens qu'elle soit présente lors de cet échange. On a aussi des femmes comme Samia Messaoudi, Brigitte Stora, qui elles sont d'une autre génération, qui ont donc un regard sur les luttes antiracistes, sur la façon dont elles ont évolué, sur leur engagement et une expérience aussi qui est très intéressante. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on a constitué cette table ronde de cette façon et ça promet, je pense que ça va être passionnant. Je vous invite tous à venir. Eh bien, on l'espère. En tout cas, il y a un site pour s'inscrire peut-être très rapidement. Il y a un site sur Instagram, on a mis toutes les infos. Vous suivez sur votre compte, Anna Assouline. Oui, il y a la page des guerrières de la paix aussi, donc guerrières-paix- MVT. Eh bien, le rendez-vous des guerrières à la caserne, ça se passe donc le 6 octobre à 19h dans le 10e arrondissement de Paris. N'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Anna Assouline. Merci beaucoup, à très bientôt. Ilana. À bientôt, merci.